On peut y aller. Donc merci à vous tous et toutes et tous plutôt d'être venus et d'avoir bravé le froid aujourd'hui. On est content d'avoir Christian Soubra pour nous parler du tourisme durable et responsable, pour savoir qu'est-ce que nous devons faire justement pour ne pas abîmer la planète dans nos voyages, éventuellement, si tu as des idées, j'espère que tu vas nous les donner. Donc je te laisse la parole. Merci. Merci Véronique, merci à vous d'être venus. Donc la question qui est posée, je viens de dire à Laurent, tu peux aller, c'est caché, que j'ai pas la réponse. Voilà. L'idée c'est... Je vais me présenter dans le diapo, comme ça vous verrez aussi d'où je parle, parce que je suis un peu connu dans la vie, mais pas forcément par mon métier. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. D'accord, il m'arrive de parler trop vite, donc n'hésitez pas à me dire de ralentir le débit. Non, d'abord, qui je suis? Donc je suis, au-delà d'être un Saint-Michélois depuis 50 et quelques années, un professionnel du voyage et de l'événement. Et pourquoi je parle de tourisme responsable? Parce que je suis aussi engagé politiquement et associativement dans une démarche de développement durable. Le mot durable, j'aurais dû l'enlever, c'est une très mauvaise traduction. Traduit de l'anglais sustainable, on pourrait dire responsable. Soutenable, mais ben, voilà. Donc je vends des voyages depuis 1984, voilà, ça fait un petit moment. J'ai commencé à vendre des voyages pour des adolescents, puis pour des adultes. J'ai à peu près tout fait ce qui est possible dans ce métier, ce qu'on appelle un groupiste, un voyagiste, un tour opérateur, tout ça, ça décrit quelqu'un qui organise, qui construit un voyage. La définition d'un voyage, c'est un assemblement de au moins 2 de 3 éléments qui sont un transport, un hôtel et restauration et des activités. Quand vous avez 2 de ces 3 éléments, ça s'appelle un forfait et c'est ce qui est constitutif selon la loi mondiale d'un voyage. Donc mon boulot, c'est d'assembler au moins 2 de ces 3 choses et la plupart du temps 3. Pourquoi 3? Parce que plus vous assemblez de choses, plus vous mettez de marge dessus et plus vous gagnez votre vie. C'est le principe de base du commerce. Et donc j'ai aussi organisé des événements, pas toujours très responsables, j'y reviendrai tout à l'heure. Et depuis 2014, j'ai créé ma propre agence qui s'appelle L'Arbre à Voyage, qui ne vend que des voyages labellisés écotourisme et tourisme responsable. Voilà. C'est tout ce qui peut être intéressant pour cette part. Alors, avant de parler de tourisme responsable, quelques mots d'histoire sur le tourisme. Donc, ça a d'abord été, au XVIIe puis XVIIIe siècle, essentiellement XVIIIe siècle, une pratique culturelle élitiste de la grande bourgeoisie et de la noblesse, avant de devenir un phénomène de masse, un tout petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le mot tourisme vient de la tradition des aristocrates, des jeunes aristocrates, de partir pour le grand tour, aristocrates anglais, français. C'était un voyage initiatique minimum d'1 an à travers l'Europe, des aristocrates britanniques essentiellement, mais aussi français. Donc l'idée c'était de découvrir un peu l'Europe pour ensuite se faire un réseau, déjà, et devenir des dirigeants, connaissant un petit peu les réalités du monde et savoir à qui s'adresser dans leur propre monde, dans les pays. 2 grands tours, et les Anglais ont inventé le mot tourism, qui a été qui a été francisé par Stendhal en mot tourisme dès le 1838 dans son premier bouquin, dans un bouquin qui est la première fois le mot touriste apparaît en langue française, Mémoire d'un touriste en 1838. Voilà. Donc dès les années 1840, donc ça fait pratiquement 2 siècles, Thomas Cook, dont les héritiers ont planté l'agence il y a maintenant une petite dizaine d'années. Vous avez tous plus ou moins connu les wagons Thomas Cook, les billets Cook, etc. A créé la première agence de voyage et il invente un modèle d'intermédiation, c'est-à-dire d'intermédiaire entre des gens qui vendent une prestation,
essentiellement hôtelière ou transport, ou croisière sur le lac Léman, et il invente donc le concept de voyage vendu à des gens qui n'avaient pas, pour leur permettre de ne pas, de ne pas faire les démarches eux-mêmes. Donc dès le départ, dès 1840, le tourisme est l'existence d'intermédiaires est absolument consubstantielle à l'économie du tourisme. C'est aujourd'hui un principe que c'est un petit peu en dehors du tourisme responsable, qui est remis en cause par Internet et les achats plus ou moins directs. J'insiste beaucoup sur le plus ou moins direct entre des prestataires de services et des clients. C'est de la fausse détermination. C'est pas le sujet, ça serait l'objet d'une autre conférence. Voilà. Donc quelques dates très rapides. En 1851, l'exposition universelle de Londres est le premier événement sur lequel des professionnels mettent en place, vendent des billets pour faire venir des gens d'un peu partout ailleurs. C'est un petit peu la date de naissance de la profession du tourisme. Bon, je vous passe le premier chèque de voyage, le fameux traveler chèque, qu'on est quelques-uns à avoir utilisé, obsolète depuis maintenant une bonne trentaine d'années, date de 1874. Alors, les premières stations balnéaires et thermales et de montagne apparaissent dans les années 1850 en France. Donc ça remonte un peu. Et en France, on introduit en 1880 un concept suisse qu'on ne sait pas trop dater, des colonies de vacances, avec l'œuvre protestante des 3 semaines, et les catholiques qui, comme les protestants, font partir des enfants en vacances, l'Église catholique va faire partir elle-même des enfants en vacances l'année d'après. Et le premier voyage scolaire date de 1883, puisque comme les religieux faisaient partir des enfants en vacances, les laïcs ne pouvaient pas laisser cette activité-là aux seuls religieux. Et donc on crée dans la suite les premières caisses des écoles, qui sont devenues aujourd'hui Fédération des œuvres laïques, etc. Le premier syndicat d'initiative en France est ouvert à Grenoble, et c'est pas un hasard que c'est en montagne que se développent les premières entités administratives autour du tourisme. Et le premier office de tourisme à Saint-Pierre-de-Chartreuse, juste à côté, quelques années après. En 1906, on a un congrès national constitutif des colonies de vacances et des Alpes de Grand Air. C'est quelques dates pour montrer comment le tourisme se constitue administrativement. Et essayer de montrer que le tourisme est une activité économique, normée et administrée depuis pas mal de temps, et qui n'est pas juste un petit loisir ou une petite activité annexe de l'économie française. C'est quelque chose qui est normé et administré depuis longtemps. En 1920 se crée l'UNAT, qui est une association qui existe toujours autour du tourisme social. Les congés payés, la loi de 1936 en France est la loi qui marque le début du tourisme de masse. Voilà. Donc, en 1945, création des premiers comités d'entreprise. Là aussi, il y aurait toute une conférence à faire sur cet extraordinaire moyen qui est aujourd'hui totalement dévoyé, qui a perdu pratiquement tout son contenu social. 1954, c'est le premier vol charter. Donc, ça ne date pas il y a une vingtaine d'années, contrairement à l'idée qu'on pensait. Un vol charter, c'est un vol spécialement affrété pour un événement, pour aller d'un point A à un point B, qui est la différence d'un vol régulier qui vole tous les jours. Et un vol charter ne décolle que quand il est plein. La différence du modèle. Alors, ça vous le savez, un 3e semaine de congé payé en 1956, 4e en 1969, 5e en 1983, et puis il y a ça fait 40 ans qu'on cherche la 6e. Et dès 1972, le Club de Rome lance ses premiers avertissements sur l'état de la planète. Donc déjà en 72, Dumont en 74, mais en 72, déjà, le Club de Rome, et c'est donc pas des wokistes, gauchistes, etc., lance une alerte sur l'état de la planète. Un peu, pas trop écouté. Et en 74,
Monsieur Freund crée dans la logique de la candidature de René Dumont le Point Afrique, on va dire la première entreprise de tourisme qui pense le tourisme dans un sens pour faire profiter les populations d'accueil des pays à destination des bienfaits et du tourisme, et pas uniquement être là pour être sur les photos. La charte du tourisme durable date de 1995. Voilà, je vous laisse. Et une date très importante, c'est la dernière. Si en 2007, déjà à Davos, donc encore une fois, pas forcément des gauchistes, font une déclaration, et pondu la déclaration sur la corrélation entre la massification des flux touristiques et le réchauffement climatique. Donc quand Total dit qu'il ne savait pas que son activité pouvait réchauffer la planète, déjà à Davos, Total disait en 2007 que oui, puisqu'ils sont signataires du rapport, de la déclaration. Voilà. 2011, création du Global Sustainable Tourism Council, c'est une entité extrêmement importante qui existe encore aujourd'hui. C'est donc le Conseil global, le Conseil du tourisme durable mondial. Voilà, c'est la traduction française. Alors, quelques chiffres, je vais passer très vite. Je vous enverrai le PDF, comme ça, c'est pas forcément si vous avez besoin d'informations et de le garder. En 1950, il y a 25 millions de touristes, qu'on appelle les arrivées internationales, c'est-à-dire quelqu'un qui part d'un pays qui débarque dans un autre pays. Donc 1950, 25 millions d'arrivées internationales, 0,9% de la population mondiale. En 1960, 69 millions, 1970, 165 millions. Donc 120 millions de progression en 20 ans. 1980, 268 millions, 2015, 1 milliard 100 millions de touristes. Donc l'explosion du tourisme date en fait du moment où se développent les compagnies d'aviation pas chères, qu'on appelle low cost. Voilà. 2019, 1 million pratiquement 500 000. Et en 2019, les statistiques prévoyaient pour 2020 1 milliard 600 millions de touristes d'arrivée internationale dans le monde. Ça s'est un peu écroulé. Voilà, donc le niveau de tourisme, je reviendrai un peu après sur les conséquences du Covid sur l'activité mondiale du tourisme, mais en 2021, le nombre de touristes était 70% inférieur à celui de 2019. 2022, les chiffres ne sont pas encore totalement compilés, mais on en est à 917 millions. Mais c'est extrêmement disparate. J'en reviendrai peut-être un peu tout à l'heure. Par exemple, la région Languedoc-Roussillon, enfin maintenant ça s'appelle la région Occitanie, accueillit en 2022 plus de touristes qu'en 2019. Voilà. Donc c'est extrêmement variable selon les régions dans le monde et selon les régions en France. Alors le tourisme, c'est 9% du PIB mondial, voire un peu plus aujourd'hui. On est probablement plus près de 10. 7% des exportations. C'est 1700 milliards de dollars de recettes, dont 1445 milliards pour les prestations hors transport. De ça, vous déduisez la partie transport aérien, donc c'est un peu moins de 200 milliards. Ça, c'est ce que ça rapporte globalement aux prestataires de tourisme, hôtels, hébergements, loueurs de bateaux, loueurs de voitures, guides touristiques, etc., etc. Et un emploi direct sur 12 dans le monde. Je reviens à la question d'avant, le tourisme peut-il être responsable? Voilà. D'accord. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on doit avoir dans la tête. En France, ce sont des chiffres de 2018, mais qui n'ont pas beaucoup varié. Le tourisme, c'est 7,2% du PIB. Pour mémoire, l'agriculture, c'est 6,7%. Et l'automobile, 6,5%. Quand on parle d'un plan social chez Renault, on en parle très fort. Quand on parle d'un plan social dans le tourisme, on n'en parle pas. Tout ça, c'est lié à la taille des entreprises. Le chiffre d'affaires hors taxe du tourisme en France, c'est 172 milliards d'euros en 2018. 1 200 000 emplois directs en équivalent temps plein, ce qui fait à peu près 2 millions d'emplois. 420 000 en Île-de-France. Première région touristique de France. Et
Alors là, pourquoi? Donc le tourisme, par contre, a comme spécificité d'être explosé sur énormément. C'est 1 200 000 emplois sur 313 000 entreprises. En fait, une entreprise, c'est 4 personnes. Voilà. Donc effectivement, la plus grosse entreprise de tourisme était Nouvelles Frontières, qui faisait, vous avez une idée, 450 emplois. 2018, 89 millions de touristes étrangers en France. Les chiffres donnent pour cette année 70 millions. Voilà. Donc 596 millions de nuitées. C'est ça qui est important de savoir. Là, on approche un petit peu le fond du sujet sur le tourisme responsable. Intuitivement, c'est que si les touristes restent qu'une nuit, ils vont polluer plus parce qu'ils sont venus, etc. Enfin, bon, l'important, c'est aussi le nombre de nuitées, la durée moyenne du séjour. Et c'est 54 milliards de recettes pour les touristes étrangers. On revient sur les 172 milliards qui étaient au-dessus. Donc en fait, les Français génèrent le tourisme intra des Français en France, c'est 120 milliards d'euros. Okay. Mais des nuitées beaucoup moins importantes, puisqu'il y a la part du tourisme chez les parents, chez les amis, etc. Voilà. Alors, je passe rapidement sur l'impact de la crise pandémique. C'est pas le sujet, vraiment, mais on passe donc de 1 milliard 400 000 arrivées internationales en 2019 à 410 millions en 2020, 455 millions en 2021. Voilà. Donc des revenus qui chutent, qui chutent énormément. On a perdu 60% du chiffre d'affaires, globalement. Et les emplois, Et un paquet d'emplois. Donc je vais y revenir. Alors on perd 90% des volumes et des revenus, donc, et notamment sur les voyages scolaires qui sont à l'agonie. C'est-à-dire que c'est tout un secteur qui faisait vivre énormément de monde. En particulier, c'est une spécificité, le département de l'Aveyron. La ville de Rodez était spécialisée sur ils ont 2 grosses agences de voyage, Verdier et d'autres, qui étaient spécialisées dans le tourisme scolaire. Les 2 ont fermé. Pour plein de raisons, et aujourd'hui faire repartir ça, et c'est une catastrophe économique, mais c'est aussi une question qu'on a à se poser sur la pédagogie et l'intérêt de faire ou pas des voyages qui aujourd'hui semblent repartir, mais en tout cas mes collègues, le souci qu'on a nous dans la profession, c'est que tous ces gens qui ont perdu leur emploi dans le tourisme font aujourd'hui autre chose. Il y a aujourd'hui une reprise et que on ne sait pas. Il y a dans certaines boîtes, Voyageurs du Monde par exemple, ils ont plein de demandes, ils ne peuvent pas traiter les demandes parce qu'ils ont perdu le personnel et le savoir-faire pour simplement faire des devis et traiter les demandes. Moi ça va, je suis tout seul, je me suis auto-licencié, je me suis et les devis, je sais les faire. Mais mes collègues, je parlerai tout à l'heure de la TA, ont beaucoup de soucis justement pour répondre à la demande croissante. Le musée du Louvre, 10 millions de visiteurs en 2019, 3 millions en 2021, 80 millions de chiffre d'affaires en moins. Voilà. Donc c'est un peu... voilà, c'est ça sur la question des emplois. Alors, l'estimation de 25% de perte d'emploi, c'est une moyenne. Certains hôtels ont perdu 0 emploi, certains hôtels ont fermé. Les compagnies maritimes ont conservé 100% de leur emploi, mais les autocaristes ont perdu 80%. Voilà, donc je vous parlais du manque de personnel et perte de savoir-faire. Voilà, ça c'était un petit truc un peu militant sur la débilité de fermer les frontières pour empêcher le Covid de se propager. Ça c'est voilà. Alors, une des conséquences positives aurait été que l'augmentation des vacances du tourisme de proximité. À l'été 2019, 45% des Français avaient choisi une destination française ou européenne pour leurs vacances de proximité. À l'été 2021, 60%. Donc une grosse augmentation. Mais, donc ça j'y reviendrai tout à l'heure, les demandes
Alors on était tous vachement contents, hein, les touristes, les voyagistes, les touristes responsables, parce qu'on voyait augmenter les demandes de tourisme propre, responsable, plus près de chez nous, utilisant plus de camping, moins d'avions, etc. Et super, on a gagné, la bataille culturelle est gagnée, sauf que ça n'a pas duré. Voilà, on était persuadés, la phrase que j'ai écrite ici, là, voyager moins souvent mais plus longtemps, voyager moins loin, voyager avec du sens, on pensait que c'était rentré dans les mœurs. Sauf que, on voit qu'en 2021, le pourcentage d'augmentation de location de voiture est de 14%. Le tourisme responsable et location de voiture, il n'y a pas un lien forcément évident. On a aussi une augmentation de 130% des abonnements de télépéage en 2021 par rapport à 2019. Donc on a augmenté le tourisme en voiture parce qu'on a diminué le tourisme en avion. Voilà. Le reste, alors ça c'est aussi un point extrêmement important dans la réflexion. C'est les gens qui voyagent beaucoup sont ceux qui ont les moyens de voyager, sont ceux qui ont le moins changé leur manière de voyager. On a donc 38% du nombre de passagers aériens en 2021 par rapport aux passagers de 2019, mais dans le même temps, on a 23% d'augmentation de l'aviation privée de 2020 par rapport à 2019, et les chiffres de 2022 sur 2021 sont de l'ordre de 45%. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a moins d'avions de ligne, mais il y a plus d'avions privés. Voilà. Alors, données 2017, un peu rapidement sur les voyages des Français. Le taux de départ, alors vous entendez souvent dire que la France est le pays d'accueil qui accueille le plus de touristes au monde. Les professionnels du voyage en ont un petit peu marre d'entendre ça, simplement parce qu'on ne compte pas comme les autres. Pour nous, un touriste, c'est à partir du moment où il est au moins une journée en dehors de chez lui. Ce qui fait qu'on compte comme touristes les Hollandais qui rentrent à Lille, qui sortent à Perpignan pour aller en Espagne. Oui. Ils sont comptés dans la population des touristes en France. Ce qui fait qu'effectivement, c'est un peu facile de faire gonfler les chiffres. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'être un très grand connaisseur de l'économie touristique pour se dire qu'un pays comme les États-Unis accueille forcément plus de touristes internationaux que la France. Donc la première vraie destination touristique au monde, c'est l'Espagne. Puis les États-Unis, puis la France en trois. Donc ça, c'est à part. Mais ça reste un petit fantasme. Donc 57,4% de Français sont partis pour un voyage au moins 4 nuitées et plus en 2017. Et la définition du touriste acceptée mondialement par l'Office mondial du tourisme, c'est celle-là. Un voyage de 4 nuitées ou plus. Vous n'êtes pas touriste si vous allez faire 3 nuits à Londres. Alors, ouais, ça se discute, mais... et le nombre de voyages par individu parti, c'est 5. Sachant qu'on compte là-dedans les voyages chez la grand-mère ou pour aller accompagner, etc. Le taux de voyage personnel, bon, ça donne une idée. Ce qu'on appelle une excursion, c'est un aller-retour d'une journée à plus de 100 km du domicile. Donc c'est 68 millions en France en 2017, quand même. Et 1 049 000 nuitées de Français en France. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà, donc 70% des voyages en 2017 étaient effectués en France, des Français. 2,4% dans les dom-toms et 22,8% à l'étranger. On est revenu en 2022 à ces chiffres-là, voire un peu plus sur les voyages à l'étranger. Et en fait, 66% des voyages en France sont effectués en utilisant des hébergements non marchands, c'est-à-dire pas d'hôtel, pas de camping, en allant chez des amis, dans la famille, etc. Voilà. 24,5 millions de voyages à l'étranger en 2017. Voilà, donc
ça c'était assez intéressant, puisqu'on revient à peu près sur ces chiffres-là. 19,3 millions de voyages vers l'Europe, 1,8 million vers l'Amérique, 2 millions vers l'Afrique. Et les voyages vers l'Afrique sont comptés comme touristes, les Sénégalais, les Maliens, les Mauritaniens qui rentrent chez eux pour la famille. Donc voilà. Asie et Océanie, 1,4 million. Et c'est important, ça c'est interne à la profession, mais quand les gens vont à l'étranger, 9 fois sur 10, ils s'adressent à un professionnel du voyage. Alors que 4 fois sur 10 seulement quand ils organisent leur voyage en France. Alors, les dérives du tourisme. C'est pour ça que vous êtes venus. Alors, les données statistiques montrent que le tourisme génère des capitaux dans l'ensemble des pays d'accueil, y compris pour les pays en développement. Ça, c'est un point, c'est factuel. Il faut savoir, par contre, comment ces capitaux sont utilisés et par qui. Donc, le tourisme est factuellement un facteur de croissance économique, si on s'en tient à la définition du PIB, tout simplement, de développement durable. On peut le démontrer, de paix, on pourrait le démontrer. En tout cas, c'est ce que nous, professionnels du voyage, on était persuadés. Je reviendrai sur mon expérience de la Russie après. Et d'émancipation des populations locales, ce qui est faux, vrai ou faux. C'est toujours quelle population locale. Mais considéré comme un produit de consommation courante et normalisé, le tourisme est une source de graves déséquilibres. Voilà, et se développe souvent au détriment de la planète. Vous savez tous ce qui s'est passé au Baléares, c'est devenu même un substantif, la baléarisation des côtes, okay. Des populations des territoires d'accueil. Quelques exemples assez frappants en Afrique et en Asie, de populations qui ont été totalement acculturées, déculturées à cause du tourisme. D'abord des pays du Sud, puis plus récemment des habitants des grandes villes, très visités. Je reviendrai sur la notion de surtourisme tout à l'heure. Alors, c'est pas cet opérateur-là, je le cite même pas tellement, j'ai pas envie de leur faire de la pub, mais si vous pouvez, si vous retenez cette soirée, qu'il faut boycotter Airbnb, j'aurais déjà bien avancé. Je peux vous expliquer très longuement pourquoi, mais voilà. Donc, les effets néfastes du tourisme sont de 3 niveaux. Économique, avec d'abord une répartition inéquitable des revenus, l'accaparement des ressources financières par quelques personnes, par quelques intérêts, et le plus souvent occidentaux. Le cas que je connais le mieux, c'est celui de l'Afrique du Sud, où au moment de l'apartheid, 95% des hôtels sud-africains, des raisons liées en particulier à l'apartheid et à l'embargo, étaient les hôtels les plus luxueux du monde, appartenaient à des capitaux anglais. Et qu'il a fallu que le gouvernement sud-africain prenne des décisions très très fortes pour que l'argent que les touristes qui avaient très envie de venir voir le pays qui se développait en dehors de l'apartheid reste en Afrique du Sud, a été de nationaliser, racheter, etc., tout un tas de chaînes d'hôtels pour que les capitaux restent en Afrique du Sud. Le cas le plus typique, c'est la République dominicaine, où il n'y a pratiquement pas $1 qui reste en République dominicaine de l'argent qu'amènent les touristes. Avec une mise en concurrence des territoires. C'est les Seychelles versus les Maldives, versus l'île Maurice, versus la côte pacifique du Costa Rica. Parce que tout ça, c'est la même photo, une plage de sable blanc, des palmiers, de l'eau, et voilà. Et c'est simplement le pays qui donnera le plus de services pour le moins d'argent. Ce qu'on appelle la mise en concurrence des territoires. Les gens se foutent de savoir s'ils vont aux Seychelles, aux Maldives, à l'île Maurice, à Tahiti ou à Costa Rica. Ou au Costa Rica, ils vont à la plage tropicale où il fait chaud au mois de janvier. C'est une réelle catastrophe pour un paquet de pays. Les conditions de travail des gens, c'est comme dans plein d'activités, hein. Les locaux, on les contingente aux bases tâches, ménage, faire les lits, tout ça,
assez peu d'emplois qualifiés, guides, chauffeurs, et les emplois de cadre et de management étant réservés aux capitaux occidentaux, aux entreprises occidentales qui possèdent des tours opérateurs. Voire, dans plein d'endroits, pas de contrat de travail. Voilà. Inflation des prix immobiliers et produits de la vie quotidienne, ça on le connaît en France. C'est très compliqué aujourd'hui d'acheter une maison à un prix abordable quand on habite dans le golfe du Morbihan. Pas forcément la peine d'aller en Corse, ou dans pas mal d'autres endroits. Alors, les effets néfastes socioculturels, le tourisme sexuel, on en parle hélas moins qu'avant, ça existe toujours, avec des destinations qui se sont un peu spécialisées là-dedans, qui sont régulièrement combattues. Les gouvernements font un réel effort pour combattre ce phénomène-là. Bon, ça reste hélas une des motivations, c'est pas une motivation majeure, mais ça reste une motivation importante pour aller notamment en Thaïlande et à Cuba. Bon. L'acculturation, alors c'est la folklorisation des cultures locales. Le fameux dîner fado à Lisbonne, le spectacle de danse zoulou à Durban, en Afrique du Sud. Voilà, le faux pogo indien, Monument Valley. Et des conflits d'intérêts entre visiteurs et visités sur certains sites. Exemple, en Afrique, les Occidentaux croyant bien faire, il faut protéger la biodiversité, donc on va faire des grandes réserves. Le parc naturel Kruger, le parc national Kruger en Afrique du Sud, c'est la taille du Portugal. Ça veut dire que tout, à l'échelle de l'Afrique, un pays comme le Portugal a été totalement vidé de sa population pour protéger éléphants, girafes, etc. Et pour que les touristes occidentaux voient la nature, la vraie, et c'est pas complètement aberrant comme idée, mais que ça veut dire que les populations locales n'ont plus le droit d'y chasser, n'ont plus le droit d'y vivre. Ça, c'est le conflit le plus connu, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors après, les effets néfastes environnementaux, c'est ceux qui sont plus connus, hein, destruction des écosystèmes par la construction des infrastructures, la grande motte, pour faire court, à Paris, en France. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin, on n'est pas obligé d'aller toujours à l'île Maurice pour voir. La pollution et le réchauffement climatique, en particulier par le transport, mais pas que par le transport, et la consommation abusive de l'eau, de l'énergie, production importante de déchets. Et c'est justement sur ce point-là, la production importante de déchets, qu'est née la prise de conscience par un certain nombre de tour opérateurs qu'on devait changer de méthode et qu'il fallait vraiment passer à des manières plus responsables de faire du tourisme par les touristes. Ah oui, voilà, ça c'est ma petite coccinelle préférée de Gottlieb, qui n'est pas contente, c'est une propre référence. Voilà. Alors le surtourisme. D'abord, le surtourisme, il faut d'abord se poser une question à nous. J'aime beaucoup cette phrase du monsieur qui a écrit ce bouquin-là, réinventer le tourisme, vous le laisserez le regarder tout à l'heure. Il ne faut jamais oublier que si d'autres touristes ne s'étaient pas rendus dans ces lieux en même temps que moi, je n'aurais eu que très peu de chance moi-même de m'y trouver. Si je suis sur un point touristique, c'est que quelqu'un m'a dit que c'était vachement bien, que je l'ai lu quelque part, ou que, voilà, on m'a dit qu'il fallait y aller. Donc, c'est aussi notre manière d'aller sur un site et de voyager. Donc, on doit toujours se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'un lieu est devenu visité. Or, l'ancienne, j'aime bien toujours revenir à l'histoire, parce qu'il faut toujours savoir d'où on vient. La dénonciation du surtourisme, elle ne date pas d'hier. Victor Hugo, déjà en 1843, disait que Biarritz, c'était fini. Il y avait les Madrilènes au départ venaient, ça allait se casser la gueule si les Français y arrivaient. Ça sera quelque chose de décoloré, de bâtard comme Dieppe et Ostende, écrivait Victor Hugo en 1843. Je connais Dieppe, je connais Ostende, je connais Biarritz.
effectivement. Voilà, mais je ne sais pas si ça s'est dénaturé, je ne connaissais pas la situation en 1843. Pierre Loti, qui rend de Luxor en 1907, déjà dit qu'il y a des rangées de bateaux de touristes, des casernes à 2 ou 3 étages qui de nos jours infestent le Nil depuis le Caire jusqu'au Qatar. Je ne suis pas complètement sûr qu'en 1907, il y ait eu des milliers de touristes à Luxor. Voilà, donc c'est aussi, il faut toujours savoir qui dénonce le surtourisme et d'où on parle. Alors, 2 notions à distinguer, la touristophobie, et on est tous touristophobes, à partir du moment où il y a quelqu'un qui est devant moi pour faire la photo du Grand Canyon, c'est un touriste de trop. Et moi je suis touriste légitime. Le Coréen du Nord qui est à côté de moi pour faire la même photo, c'est touriste illégitime. J'en parle à l'aise, pendant 40 ans j'ai vendu des voyages aux États-Unis. Donc c'est en particulier une certaine élite, je reviens à Pierre Loti au-dessus, qui n'est pas forcément sociale et financière, qui souffre de devoir partager des lieux avec la masse. Ça, la touristophobie, personnellement, j'essaye de la combattre. La tourismophobie, c'est quelque chose d'un peu plus sain. La critique, voire le rejet d'un système touristique de plus en plus sous le contrôle d'une marchandisation mondialisée aux excès dévastateurs. Donc l'enjeu consiste bien à concilier la tourismophilie, parce que c'est bien d'aimer les autres, la touristophilie, d'aimer les autres, d'aimer son prochain, d'accueillir les gens, etc. Et une certaine dose de tourismophobie, savoir comment on protège un certain nombre de lieux et mettre des limites et arriver à une certaine sobriété dans nos consommations. Alors la notion est assez difficile à définir. Certains sites peuvent supporter des milliers de touristes par jour. Le Louvre, on va le nommer. D'autres sont même conçus pour ça. Le parc Astérix et pas que. Certains lieux sont surfréquentés à partir du premier touriste. Les grottes de Lascaux. La notion est différemment ressentie selon qu'on soit visité ou visiteur, mais aussi selon les personnes. Alors il y a une enquête passionnante qui a été faite par la ville de Copenhague en 2017. C'est comment les habitants de Copenhague vivent le tourisme. Et alors je ne sais pas si vous voyez bien. Non. Donc 67% des habitants à Copenhague, dans le centre-ville de Copenhague, je ne peux pas l'agrandir, donc 67, le centre-ville de Copenhague et avec le centre-ville de Lisbonne, était répertorié en 2017 comme un des plus survisités au monde. Donc la ville de Copenhague a fait des interviews des habitants de Copenhague. 67% des habitants de Copenhague pensaient que non, il n'y avait pas trop de touristes. 8% qui en avaient trop. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. 8% qui en avaient trop et 28% que, bon, il fallait quand même mettre des règles. Et ils sont aperçus en allant très finement que donc c'est une enquête qui a duré des mois, que le surtourisme était perçu comme insupportable dans 5 rues de Copenhague. Simplement 5 rues. C'est définir le surtourisme, c'est aussi parler avec les gens et savoir de quoi on parle. Le surtourisme à Venise est ressenti uniquement par les habitants du Rialto et pas par les autres îles. Alors les pistes pour remédier au surtourisme. La fermeture définitive du site, c'est Lascaux. Okay. Je pense qu'il y en aura, et c'est souhaitable qu'il y en ait de plus en plus. La fermeture provisoire du site. Je pense que vous avez entendu parler de la plage de Mayave en Thaïlande. Non, c'était une plage très fréquentée par les Chinois, qui a été fermée pendant 3 ans, justement pour qu'elle se régénère, et elle est réouverte avec la solution en dessous, le numerus clausus, dans 2 passagers par jour. Alors, le numerus clausus, c'est en France, ce qui est mis en place dans les calanques, mais comme toujours en France, c'est cool, hein. Voilà, il y a un numerus clausus qui ne sert à rien, parce qu'en fait, il est à peu près égal au nombre de touristes qu'il y avait par jour avant. Voilà. Ce qui est le cas un peu dans les Cinque Terre en Italie, mais avec la même manière aussi, qui est le cas de fait en Islande. Que moi, je suis spécialiste de l'Islande depuis pas mal de temps. Depuis maintenant 2013, mes collègues islandais me disent, ça varie un petit peu selon les années, mais à partir de telle date, on a un stop to sale, arrêter de vendre,
Voilà. Parce qu'il n'y a plus de location de voiture, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus d'hôtel, etc. Et le gouvernement islandais a dit qu'il n'y aura jamais plus de temps de chambre d'hôtel. C'est le cas aussi en Namibie. Dans la constitution namibienne, il y a la protection de l'environnement et il n'y a pas plus de 7000 chambres d'hôtel en Namibie pour tout le pays. Voilà. Donc, de fait, alors par contre, c'est un numerus clausus par l'argent. Donc le numerus clausus est une bonne solution, il faut juste l'appliquer de manière sérieuse. La publication par les revues grand public des sites à ne plus visiter. Je suis tombé aujourd'hui sur un article dans l'écotouristique, qui est une petite littérature professionnelle, de Fodor Travel, qui a publié la liste des 10 sites au monde qu'il faut arrêter de visiter parce qu'ils sont trop surfréquentés. Il y en a 2 en France, Etretat et les Calanques. Quand vous lisez l'article sur Etretat, je n'avais pas conscience de ça. Hein. Il y a des gens qui arrivent de Paris le week-end, en mai, juin, juillet, qui arrivent à Etretat, qui ne peuvent pas se garer, et qui reviennent à Paris, qui n'ont pas pu voir les falaises. Donc, on ne va plus à Etretat, ou alors on y va au mois de février. Voilà. L'arrêt des publicités et la prise de conscience par les médias de leur influence sur les envies des voyageurs et les modes. Alors, je suis un spécialiste aussi de la Namibie. Il y a une émission qui s'appelait, et je la cite, parce que je sais que les gens l'adorent, et moi je la boycotte à peu près autant que je boycotte Airbnb, Rendez-vous en terre inconnue. D'abord parce qu'ils arrivent à te faire croire que l'inconnu, il est tout seul, il démerde à bouffer des racines pendant 15 jours alors qu'il y a 2550 caméras et 3 opérateurs autour de lui. Ça, après, on peut être client de ce genre de truc ou pas. Mais surtout parce que ça, notamment, moi j'ai été témoin visuel, pas visuel mais témoin de ce qui s'est passé sur le pays Imba. C'est une région au nord-est de la Namibie, au nord-ouest de la Namibie. Les Imbas sont les femmes avec qui étaient extrêmement protégées des touristes, parce qu'ils n'avaient pas envie de les voir. Rendez-vous en terre inconnue a déboulé là-bas avec, je ne me rappelle plus quelle actrice. Et dans le mois qui a suivi, nous avons, nous, spécialistes de la Namibie, eu 400% d'augmentation de demandes pour aller visiter le pays Imba. La Namibie est une destination de niche en France, donc les opérateurs français, en plus on se connaît tous, on a tous refusé. Les opérateurs allemands qui là. La Namibie est une ancienne colonie allemande, jusqu'en 1915. Donc la première population des touristes en Namibie sont les Allemands. Les Allemands ont débarqué, ils étaient 200 à venir dans le pays Imba en 2014, 2500 en 2015. Acculturation totale des villages, je prends la photo, truc, machin, tout ça. Donc, au point que, heureusement que le gouvernement namibien, un gouvernement un peu assez intelligent, donc ils ont barré les routes et ils ont négocié avec les populations Imba, qui ont simplement construit un village pour montrer aux touristes qu'ils avaient envie de voir. Donc il y a des gens, c'est les Sud-Africains avaient fait ça dans Zululand de 3 ans avant. Ils ont créé de toutes pièces un village Imba à l'entrée du pays Imba, qui est immense. Et tous les matins, il y a des acteurs qui viennent pour faire semblant de vivre la vie des Imba, les gens font des photos, et voilà. Comme ça permet de foutre la paix aux gens. Ces émissions sont une catastrophe. Parce que il n'y a pas de... C'est bien, on voit des belles images, on raconte la vie de ces populations. Mais il n'y a pas l'avertissement, attention, n'y allez pas. Même si vous avez les moyens, n'y allez pas. Donc, deuxième exemple, la télé chinoise et le lac Baïkal. Alors, le lac Baïkal, c'est probablement ma destination préférée au monde. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué d'y envoyer des gens, encore un petit peu de temps. Mais en longitude, c'est à la hauteur de la Thaïlande et c'est à 2 heures d'avion de Pékin. Et la télé chinoise, ils avaient montré, il y avait une série où les mariés allaient se marier, allaient faire leur voyage de noces au bord du lac Baïkal. Je vous la fais le plus court possible parce que le tourisme en Chine est organisé par l'État et on gagne des voyages
en fonction de comment on bosse, tout ça. Et le voyage au lac Baïkal, qui dure 10 jours, Pékin, est le voyage le plus recherché. Et ils ont augmenté d'à peu près 300% leur demande en 2 ans, avec dévastation complète de l'île d'Olron au milieu du lac Baïkal, etc., à cause du tourisme de masse chinois. Tout ça pour une émission de télé. Je reste un petit peu longuement là-dessus, parce que c'est un point important. Les prescriptions de voyage par les médias. Puis on est aussi, nous, on est aussi prescripteurs. Nous, pas forcément nous, parce qu'on n'est pas tout le temps branchés sur nos réseaux. Mais quand on est en vacances et qu'on dit « Waouh, voilà la super plage que j'ai trouvée et voilà le chemin pour y arriver », vous êtes sûr que dans le mois qui vient, votre plage n'existe plus. C'est un vrai problème. Et puis, soyons fous, je pense qu'on peut vivre sans avoir vu les calanques de Piana dans sa vie. On peut aussi accepter une certaine frustration. Voilà. Voilà. Alors, vers un tourisme éthique, pour rester un peu plus positif. Donc ça, c'est un article du congrès du Bureau international du tourisme social en 1996 dans sa réunion à New York. L'information, la formation et la sensibilisation des touristes au respect de l'environnement et des populations constituent l'une des missions essentielles du tourisme social dans son rôle d'aménageur et d'entrepreneur de projets de développement touristique. C'est un petit peu ce qui encadre la réflexion. Alors, la prise de conscience des opérateurs s'est accrue dès les années 90 avec un slogan qui nous plaisait beaucoup, « Ne laissez que l'empreinte de nos pas ». Les populations locales doivent être actrices de leur territoire et des propositions touristiques. Le tourisme responsable, c'est aussi le plaisir du tourisme. Donc, on est militants, nous professionnels, du fait que le voyage est une formidable occasion d'échange et de rencontre, et que donc, en tant que tel, le voyage est une action positive. Voilà. Et qu'on ne milite pas quand on voyage. On doit d'abord prendre du plaisir. Sinon, on milite. Le bout du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles. Ça, c'est un sociologue Christian Bobin, que je pense que quelques-uns d'entre vous connaissent. C'est pas le plus grand voyageur du monde, même si effectivement il a bouffé à peu près 4-5 fois le tour de la planète. Certes, mais voyager a une vertu que n'a pas notre environnement immédiat, c'est d'aller à la rencontre de l'autre et de sa culture parfois très différente. Voilà, comment on fait pour rendre le tourisme responsable et concilier cette découverte de l'autre. Donc on applique à l'industrie du tourisme les principes du développement durable, soutenable et du commerce équitable. D'où ceux qui font un petit peu, je ne vous décris pas, ça c'est les 3 bulles du commerce équitable. Vous l'aurez, donc le social, le durable, et, la solidarité environnement et économie, tout ça au centre, on a ce qu'est le tourisme durable et responsable. C'est un schéma un peu théorique. Alors, et depuis 2017, et seulement depuis 2017, nous, opérateurs de voyage, on a pris conscience qu'on doit agir pour limiter et diminuer l'impact de notre activité sur le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on avait vachement théorisé, et franchement, plutôt de manière correcte, tout ce qui était respect des populations locales, respect de l'environnement, tri des déchets, respect des flux, on ne consomme pas plus d'eau qu'on en a besoin, pas plus d'énergie. Alors on était très très bon. La seule chose qu'on refusait de traiter, parce que la question refusée de se la poser, c'est quand on envoie des gens au Bénin, on ne les envoie pas à pied, on ne les envoie pas en bateau, on les envoie en avion. Voilà. Donc derrière, alors, oui, ça c'est, je reviendrai tout à l'heure sur la question du bilan carbone. Je n'évacue pas la question. Alors, on parle de tourisme social. Le tourisme social n'est pas un tourisme responsable par définition. Les camps de vacances du CCAS en Corse, le CCAS c'est les œuvres sociales d'EDF, l'Électricité de France, en Corse, complètement fermées,
avec aucun lien avec la population corse, c'est pas un exemple de tourisme équitable. C'est par contre un très bon exemple de tourisme social. Donc le tourisme social a pour but de permettre l'accès à tous et toutes aux vacances, et notamment aux foyers les plus modestes. Donc c'est le droit aux vacances, la liberté du voyage, qui est la conséquence naturelle du droit au travail. On est aussi, en tout cas je suis aussi un militant du tourisme social. L'idée c'est d'allier les deux. Le droit aux vacances c'est un vrai droit. Alors c'est une question qui est très débattue, y compris dans des partis politiques de gauche et écologistes. Est-ce que le droit aux vacances est un droit? Est-ce que le droit, derrière, donc droit à polluer? La question se pose. Le tourisme solidaire est né au lendemain des décolonisations. C'est des touristes du Nord qui se disaient, quitte à autant profiter de mon voyage pour être un peu utile aux populations locales. Je ne suis pas un grand fan de cette manière-là de voyager, c'est pas l'objet. L'écotourisme, c'est le tourisme qui est axé sur la nature, rendre à pied, découverte de la nature des autres cultures humaines. Il cherche surtout à préserver le capital naturel et culturel avec le soutien économique aux communautés et professionnels locaux. C'est un tourisme qui par définition coûte cher. Enfin, parce qu'à monter c'est compliqué. Et le tourisme équitable ou durable ou responsable. Alors maintenant on n'utilise que le mot responsable. Voilà. Peut se définir comme une façon de gérer toutes les ressources pour satisfaire les besoins locaux et ceux des touristes, et de préserver l'intégrité culturelle des écosystèmes, la biodiversité, des systèmes de soutien à la vie. Les principes de durabilité s'appliquent à toutes les activités et à toute la chaîne de production, y compris à la gestion des entreprises. Je parlerai tout à l'heure du label ATR. La labellisation de tourisme responsable, c'est aussi une manière de gérer nos propres équipes en interne dans l'entreprise. Moi, ça va, je suis tout seul, mais voyageurs du monde, 150 salariés, temps d'aventure, 120 salariés, ça, c'est aussi ça. On n'est pas une agence de tourisme responsable si on maltraite ses salariés au travail. Et les communautés locales sont actrices. Il y a 1000 manières de le faire. Donc, sobriété carbone, préservation environnementale, entraide, solidarité, justice sociale, retombée économique locale et tourisme de sens. On ne voyage pas juste pour s'aérer les éponges et se changer les idées. Alors, il n'y a pas de normes officielles qui définissent et encadrent les formes de tourisme en alternatif, parce que, hélas, aujourd'hui, le tourisme 100% responsable concerne moins de 4% des voyageurs, et 11% des voyageurs qui nous achètent des prestations à nous, opérateurs de tourisme, achètent au moins une prestation labellisée responsable dans leur voyage. Donc ça reste encore, hélas, un peu confidentiel, mais ça se développe énormément. Donc il y a énormément de labels et de démarches convergentes qui sont regroupées mondialement par le GSTC dont je vous ai parlé tout à l'heure, Global Sustainable Tourism Council. Alors en France, c'est Agir pour le tourisme responsable. Ça, c'est en Afrique australe. En Afrique australe, c'est les 8 pays de la SADC. ISTO, c'est l'Institut international du tourisme social. Je donne quelques exemples. Turismo Sostenible, c'est la marque de tourisme responsable du Costa Rica, où 100%, pour être labellisé, pour avoir un numéro d'agent de voyage au Costa Rica, il faut obtenir ce label par le gouvernement costaricain. C'est le seul pays au monde. L'Islande le fait aussi, mais ne communique pas dessus. Mais le fait, voilà. Fairtrade Tourism, c'est la marque de tourisme responsable en Afrique du Sud. Ça, c'est tourisme responsable, c'est la marque en Italie. Ça, c'est ce que font les Américains du ministère de l'Intérieur. C'est le réseau des parcs nationaux qui labellise un nombre de très bonnes pratiques. Et ça, c'est les Anglais. Mais il y en a dans tous les pays du monde. Et bien d'autres. Voilà. Alors la labellisation, ça sert à quoi? Ça sert à la même chose pour les consommateurs. Pour savoir, moi je vais chez Biocop, je sais pourquoi je vais chez Biocop. Je sais pourquoi je n'achète pas mes produits chez Carrefour ou chez Géant, ou comment ça s'appelle, voilà, Casino. Donc l'idée, c'est de garantir aux gens qui nous achètent des voyages qu'ils vont être conçus et construits de manière responsable. Donc ça, c'est, je le rappelle,
c'est mon copain Achille Talon qui dit ouais, mais qu'est-ce qui prouve que vous me dites que votre voyage il est responsable? Qu'est-ce qui me prouve que votre voyage est responsable? Donc on a une démarche de labellisation. Donc on certifie les entreprises au travers d'un label avec un cahier des charges strict, extrêmement défini, régulièrement contrôlé. Moi je suis labellisé depuis 2016 et je dois renouveler le label tous les 2 ans. Ça coûte à l'entreprise 1 500 € par labellisation, pour moi, 14 000 € pour Voyageurs du Monde. C'est un audit complet sur nos pratiques. Je ne vous décris pas le cahier des charges, il fait 48 feuillets Excel. La labellisation est appliquée aux voyagistes des pays émetteurs. Les pays émetteurs, c'est les pays qui envoient des touristes. Les pays réceptifs, voilà. Aux structures réceptives, c'est-à-dire que moi, quand je me fais labelliser, je m'engage à ce que mes fournisseurs aient les mêmes pratiques que moi. Et ça peut être contrôlé. C'est pas contrôlé à 100%, ça serait mentir, mais ça peut être contrôlé et de toute façon, nous on s'auto-contrôle aussi par nos clients. Moi, quand j'organise un voyage, je donne un questionnaire à mes clients qui vont valider ou pas la responsabilité du produit que je leur ai vendu. Et ils sont souvent bien mieux connaisseurs que ce que nous le pensons. Et on détermine des leviers de progrès. Donc le label, c'est un outil qui intègre les problématiques des territoires en évitant l'écueil d'imposer un référentiel occidental à des cultures qui ne sont pas occidentales. Je ne vois pas pourquoi c'est moi, Français, qui vais expliquer aux Béninois comment ils doivent faire pour protéger leur territoire, pour faire des contrats de travail à leurs guides et pour dire comment on va intelligemment et protéger la biodiversité dans le parc de la Tadjara. Ils savent mieux faire que nous. C'est aussi nous sortir de notre culture colonialiste qu'on a quand même bien ancrée au fond de nous. Moi, j'ai plus appris en tourisme responsable en bossant avec mes collègues en Sibérie qui faisaient ça à l'arrache depuis une vingtaine d'années qu'en remplissant les cases sur le label, sur l'audit. Donc la démarche ATR, en France, c'est la seule démarche de tourisme responsable. Donc ça a été créé en 2024, je vous parlais tout à l'heure, c'est pas qu'anecdotique, en 2004, pardon, par les voyagistes de tourisme d'aventure, Voyageurs du Monde, Terre d'Aventure, Chamina Voyage, quand ils avaient fait entre eux un séminaire au Toubkal au Maroc, et qu'en descendant de la montagne, les patrons, donc Jean-François Réal et autres, de Voyageurs du Monde, de Chamina, de la Balaguère et de Terre d'Aventure, ont constaté le volume de déchets laissés par les touristes sur les pentes de la plus haute montagne des Maroc. Et comme pour aller au Toubkal, il n'y avait que qui vendaient le produit, ils se sont dit c'est nos gens, c'est nos clients qui laissent ça. Donc on va se bouger. Et puis et là ils ont commencé à bosser. En 2004, ils ont créé ATR autour donc essentiellement des problématiques de gestion des déchets, gestion de l'eau, gestion des énergies et une partie de l'argent, le maximum de l'argent que laissent nos touristes doit rester sur place et doivent profiter de communautés d'accueil. Avec la notion de, on demande, une partie de l'argent des touristes doit servir à la formation des populations d'accueil. Pour un projet de développement, par exemple au Bénin, 10% de l'argent, mon prestataire utilise 10% de l'argent des touristes pour ouvrir des écoles ou équiper les familles de foyers érythréens. Alors, la charte, c'est tous les adhérents ATR s'engagent à respecter une charte, et cette charte, on l'a fait signer à nos voyageurs. On a un cahier des charges de label, je viens de vous en parler, voilà, plein de schémas rigolos, tout ça, si vous avez envie d'en savoir plus, vous trouverez tous les liens sur le site internet. C'est réellement aussi sérieux que le label agriculture biologique.
Voilà, et la démarche actuelle consiste à européaniser le label qui est aujourd'hui français-italien. Il y a un label en France, il y a un label en Italie, il y a un label en Afrique du Sud. On travaille en lobbying auprès du Parlement européen et de l'Union européenne pour qu'il y ait un label européen de tourisme responsable qui soit créé. Voilà, ça, on s'amuse à faire un petit peu. C'est juste pour montrer que c'est aujourd'hui une démarche qui embarque plein de monde. Et on a 4 thèmes de travail: le carbone, le climat et l'énergie, la préservation des paysages, milieux et des biodiversités, l'impact économique et social et l'équité à destination. Alors, à destination, c'est du langage dans les pays où on envoie les gens. Et l'inclusivité et l'accessibilité du tourisme. Le tourisme responsable, ça ne doit pas être limité uniquement aux gens qui sont valides. Et c'est une vraie question. Alors, en pratique, on fait quoi? Par exemple, moi j'ai arrêté depuis 2 ans d'envoyer des gens dans le nord de l'Italie, c'est-à-dire jusqu'à Rome, en avion. Au sud de Rome, c'est un peu plus compliqué, donc en train. Sauf qu'il n'y a plus de train de nuit. Donc ça devient un peu... Donc on est dépendant des politiques européennes, publiques. Je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'on fait dans le lobbying, dans le plaidoyer. Pour rendre le tourisme responsable, il faut aussi que d'une manière générale, la société le soit plus et qu'on revienne, on réouvre des lignes de train, qu'on réouvre des lignes de train de nuit notamment. Sur place, on privilégie les transports en commun, le vélo, la marche. Sauf que tout le monde ne peut pas faire du tourisme à pied, tout le monde ne peut pas faire du tourisme en vélo, et c'est pas parce qu'on ne peut plus marcher, qu'on ne peut plus faire du vélo, qu'on doit s'interdire de voyager. C'est une des grosses bagarres que j'ai, moi, à l'intérieur de mon parti politique, où les gens me disent que la seule manière de voyager, c'est de faire du vélo. Moi, je peux plus. Voilà. Allonger la durée des voyages pour amortir la dépense carbone. Si vous avez fait des voyages dans vos comités d'entreprise il y a quelques années, vous avez dû voir des propositions week-end à New York, de nuit sur place. Je suis sûr que vous en avez vu. Week-end à Londres, une nuit sur place avec voyage en avion. Le pire que j'ai vendu, hélas, j'ai vendu ça, week-end à Rio de Janeiro, une nuit sur place. Je suis pas très fier, mais voilà, mon patron m'a dit t'as pas le choix. J'ai fait, mais après... aujourd'hui, dans les opérateurs de tourisme responsable allongent très considérablement la durée des voyages. C'est une vraie conséquence. Quand vous allongez la durée du voyage, vous allongez le prix. Donc, le voyage responsable ne doit pas être un voyage de luxe. Quand on combine tous les éléments, ça rend les choses un peu compliquées. Donc ça veut dire aussi faire moins de voyages. Je travaille avec le comité d'entreprise de le CSE Renault-Lardy, qui avait l'habitude de programmer un voyage long courrier par an. Donc là, ils vont programmer un voyage long courrier tous les 3 ans. Mais au lieu que ce soit des voyages long courrier de 12 jours, ils vont faire des voyages long courrier de 21 jours. Par contre, effectivement, d'abord, 21 jours, il faut que le patron joue le jeu. Enfin, tout ça, c'est un peu complexe, hein, mais, voilà. Mais on peut y arriver. Il faut se creuser la tête. Moi, je ne vais pas forcément vous parler que de mon expérience, mais en 2011, j'ai vendu des packages aux supporters de l'équipe de France de rugby pour aller voir des matchs de la Coupe du Monde de rugby en Nouvelle-Zélande, juste à côté. À cette époque-là, on vendait le package le plus long, faisait 12 jours Paris-Paris, 9 nuits sur place. Aujourd'hui, on ne vend plus rien en Nouvelle-Zélande qui fasse moins de 19 jours Paris-Paris. Voilà. Ça commence à évoluer petit à petit. Sauf, encore une fois, quand partir 19 jours en Nouvelle-Zélande, c'est pas tout le monde qui peut le faire, donc on ne peut pas le faire. Supprimer des activités incompatibles avec la protection de la planète, des sites et des populations. Alors ça passe par des refus de vente et par le fait de lutter contre son gagne-pain. Moi, quand je vends des voyages en Namibie, les gens ont tous vu, parce qu'ils ont tous regardé la télé, qu'il y avait une excursion en avion qui était vendue au départ d'un patelin qui s'appelle Valdis Bay, pour aller survoler les dunes de 300 km au sud, les dunes, les plus belles dunes au monde, du désert du Namib, sur l'océan Atlantique. C'est un survol en avion qui est vendu $450. Voilà. Moi, je refuse de le vendre.
ça m'a coûté des ventes à des clients. Ils m'ont dit, puisque tu ne veux pas me le vendre, je vais l'acheter ailleurs. Voilà, moi j'ai perdu 17 000 euros de vente, tant pis. Ça m'a un tout petit peu fait mal quand même. Mais le problème, c'est que la question qu'on doit résoudre, c'est ce qu'on a les gens à qui on dit ça, à qui on va le dire. Bon, moi je ne perds pas un client, de toute façon il n'aurait pas été pérenne, s'il a été l'acheter ailleurs, c'est qu'il s'en fout complètement du voyage responsable. Mais voilà, ça fait aussi partie des choses importantes. Le choix et le contrôle des prestataires, politique sociale, gestion des déchets, gestion de l'eau. La politique sociale, c'est le plus important. C'est de vérifier que les gens qu'on fait bosser sur place ont quelque chose qui ressemble à un contrat de travail. Alors, la notion de contrat de travail, c'est quelque chose qui est extrêmement occidental. Et qu'ils soient couverts socialement, qu'ils soient payés, qu'ils soient déclarés, et, voilà, et pas payés au black, qu'ils soient payés un salaire décent. Et il y a des pays où ça reste compliqué. La Russie, c'est juste... voilà, c'est mon plus gros sujet. Et des questionnaires d'évaluation systématique. Nos meilleurs auditeurs sont nos clients. Ça, Et dans l'information client, donc les bonnes pratiques du tourisme et la charge éthique du voyageur. D'après vous, qu'est-ce qui est la chose la plus difficile à faire entrer dans la tête des voyageurs qui sont des militants du tourisme responsable? Allez, je vous donne quelques indices. L'eau, les déchets, les photos, voilà, déjà vous avez 3 choix. Les déchets. Les photos. Ne pas faire de photos des gens. Ne pas faire de photos des sites. En Australie, les aborigènes, pour les aborigènes, le Ayers Rock est un site sacré. Et si vous l'avez, cette photo-là, vous l'avez tous vue, même si vous n'avez pas été en Australie. C'est une montagne stable, au milieu d'un désert tout rouge, absolument magnifique. Les aborigènes ne l'avaient jamais dit à personne. Alors déjà, ils se sont battus. Monter sur cette montagne, c'était déjà juste un sacrilège. Jusqu'en 1999, il était autorisé de monter sur la montagne Ayers Rock. On est au cœur d'une réserve aborigène. Hein. C'est géré par la tribu Uluru. Déjà, ils ont obtenu, ils sont battus pour que les touristes ne montent plus sur la table. C'est que uniquement depuis cette année qu'il est interdit de faire des photos de la montagne de la table, et tout le monde s'en contre-fout parce que c'est pas contrôlé. Voilà, mais il y a les photos des gens. Et ça, moi j'ai de très bons amis avec qui je me suis fâché, parce que faire des photos d'une femme béninoise ou Navajo aux États-Unis en train d'allaiter son enfant, ça fait une super photo. Voilà, c'est la chose la plus compliquée à faire entrer des gens. Voilà. Les enjeux culturels, sociaux, environnementaux de la destination, donc ça implique des voyages. Voilà, je vous ai parlé de l'exemple emblématique de la photo, hein, du passage. Alors dans la gestion, moi si mes clients veulent savoir combien je gagne sur le voyage que je leur ai honteusement vendu 1 000 euros, je vais leur donner le coût exact de ce que je gagne. Alors c'est très clair, sur 1 000 euros, je gagne 200 euros. C'est mon temps de travail, donc vous faites 20%. Hein. Et nous, tour opérateurs responsables, on tient nos comptes à disposition des clients. Après, ils peuvent dire que 20% c'est trop. Moi, je m'en fous, je leur explique. Mais, voilà, le choix des prestataires financiers, des choix des prestataires bancaires, il n'y a plus un opérateur chez ATR qui soit BNP Paribas. Et c'était pas forcément évident. Hein. Parce que trouver des banques qui sachent ce que c'est que le métier du tourisme, il n'y en a pas des caisses. Le métier du tourisme est un métier un peu casse-gueule financièrement. Il n'y a que le Crédit Mutuel, la banque, le Crédit Coopératif qui connaît un peu, mais surtout c'était Société Générale, Crédit Lyonnais, tout ça. Donc il a fallu apprendre au Crédit Coopératif quel était le métier, qu'est-ce que c'est que les contingences du métier de tour opérateur. L'information aux clients sur ce qui compose le prix de leur voyage. Alors je note que j'ai très peu de clients qui me le demandent. Je suis à peu près entre 250 clients et 1000 clients par an. S'il y a 2 personnes qui m'ont demandé le décompte, c'est le maximum. Hein. Peut-être parce qu'ils ont confiance dans ma bonne tête, mais voilà. Et l'intégration du coût de la compensation carbone dans le prix de vente. Moi,
j'intègre, la compensation carbone c'est un gros sujet, mais qui ferait l'objet d'une conférence à elle toute seule, et là je peux vous suggérer plein de gens qui en parlent vraiment bien. Voilà. Donc, mais moi par contre, sur un voyage en Namibie par exemple, il y a 120 € qui vont à la compensation carbone. Le voyage qui est vendu, pour donner un ordre de grandeur, le voyage est vendu entre 3008 et 4002. Dans la réflexion et le plaidoyer, aujourd'hui, on va vers les politiques, on va vers les clients, mais on va surtout donc pour défendre le tourisme responsable et l'intégrer. Voilà, le travail qu'on fait, c'est principal, c'est d'action auprès des décideurs pour imposer les normes du tourisme responsable. Parlementaires européens, Union européenne, parlementaires français, conseils régionaux. Aujourd'hui, par exemple, le conseil régional d'Occitanie a toute une charte du tourisme responsable que petit à petit vont s'engager, ils vont faire signer à l'ensemble des opérateurs qui veulent être publicisés par le conseil régional, par le conseil régional du tourisme d'Occitanie. La région Bretagne est partie sur la même démarche. Je suis en train de travailler avec la région Île-de-France. Je ne suis pas très optimiste. Mais au niveau Parlement européen, pour faire changer les normes, intégrer les notions de tourisme, et en particulier de compensation carbone, qui est le minimum qui puisse être fait dans la fabrication et les prix des voyages. On réfléchit sur comment le tourisme comment on fait pour que le tourisme contribue à ne pas dépasser les 9 limites planétaires. On a une action et une information vers les prescripteurs de voyage et le grand public. Moi je travaille, mais c'était un bonheur de le faire avec le comité d'entreprise de la Caisse d'épargne et avec celui de Renaud Lardy, parce que j'ai des interlocuteurs qui sont sensibilisés à cette thématique-là, pour que petit à petit, leur catalogue de propositions à leurs salariés soit le plus responsable possible. Maintenant, je ne veux pas exiger de plus que je suis capable de faire moi-même. Ce sont des gens qui sont soumis à la loi démocratique du vote. Quand leurs propres électeurs préfèrent partir en hôtel club en Corse ou en Sardaigne que sur des sites plus responsables sur l'île de Ré, voire même dans le sud de la Corse, qui sont un peu moins confortables mais gérés différemment, eux derrière, ils ne sont pas complètement sûrs de se faire réélire. Or, on sait qu'un comité d'entreprise se fait élire sur deux choses, la cantine et les prestations sociales, donc voyage et les voyages des enfants. Voilà. C'est pas caricatural, c'est comme ça que ça se passe. Mais les choses évoluent tranquillement. Le comité d'entreprise d'Air France fait un énorme travail sur la sensibilisation de ses ayants droit au tourisme responsable. Voilà, alors quelques exemples de boîtes qui font dans le tourisme responsable. J'ai bientôt fini, je suis extrêmement bavard. Ça, c'est mes collègues avec qui je bosse dans les Cinque Terre. Si vous n'avez jamais été, allez-y. C'est une des plus belles régions d'Italie, côte en Ligurie. En Sicile, je vais y rester 2 petites minutes. Addio Pizzo. Pizzo, c'est le tribut qu'on paye à la mafia quand on est un entrepreneur en Sicile. Addio Pizzo, ça veut dire je ne paye pas le tribut à la mafia. Je vous raconterai l'histoire de cette entreprise. C'est des gens extraordinaires. Extraordinaires. Ils ont un tout petit peu de courage. Et donc la boîte s'appelle Addio Pizzo Travel, mais c'est une association qui regroupe des entrepreneurs. Ça va de péagiers d'autoroute à entrepreneurs du BTP, à hôtel, à boulanger, à pizzaiolo, etc. qui sont mis ensemble en 2003 pour dire basta avec la mafia, nous on ne paye plus. Aujourd'hui ils sont 1500. Ça marche tellement bien que et les mafieux sont tellement peu courageux face au nombre. La justice italienne, quand ils condamnent des mafieux, ils confisquent leurs biens, en particulier de magnifiques fermes latifolières, des plages de 20 km de long. La gestion de ces biens privés sont confiés
Agio Pizzo Travel, qui récupère des hôtels 5 étoiles en bord de mer, gérés par la mafia, et qui transforme en hôtel 5 étoiles de tourisme social. C'est une génialité à voir fonctionner. Si vous voulez aller en Sicile, vous avez mon numéro de téléphone, n'hésitez pas. Donc la destination est magique, mais ce qu'ils font, c'est assez incroyable. C'est le seul exemple au monde. Alors, et les sardes sont en train de... Parce qu'on connaît bien la mafia sicilienne, on connaît moins la mafia sarde, mais c'est un peu la même chose. En Sibérie, hélas, ma collègue Irina a dû fermer parce que ça n'existe plus, mais Baïkal Voyage faisait depuis 2007 un travail remarquable sur le tourisme responsable. Ils ont transformé des pilleurs de pierres, il y a des pierres minérales tout au bord du lac Baïkal extrêmement précieuses. Ils ont transformé des pilleurs de pierres en guides touristiques. De même qu'au Bénin, juste en dessous, ils avaient transformé sur le parc de la Pendjari des braconniers en trackers et guides touristiques dans le parc de la Pendjari pour aller montrer les animaux aux touristes. Ça, c'est probablement Éco-Bénin est l'exemple mondial de ce qui se fait en tourisme responsable. Et en Islande, alors en Islande, c'est la Iceland Travel, mais c'est tout, parce que le gouvernement islandais, sans dire à personne, sans communiquer dessus, a mis des normes très drastiques sur le tourisme. Et de fait, quand vous allez en Islande, vous ne pouvez voyager que de manière responsable. Et vous signez, alors ça, c'est un truc que je m'étais amusé à faire, c'est tout ce qui gravite autour du tourisme responsable en France et en Europe. Donc il y a plein d'entreprises, de labels, de trucs, de machins. Et donc, voilà. Et le bilan carbone. Alors, la stratégie carbone se déroule en 4 étapes. D'abord, c'est exactement comme les déchets. D'abord, on réduit. Donc, on se débrouille pour ne pas émettre. C'est l'éco-conception des produits. Par exemple, dans les voyages aux États-Unis, où il y avait dans l'Ouest américain, il y a encore 10 ans, quand vous partiez 15 jours dans l'Ouest américain, vous faisiez un Paris-Los Angeles, vous restiez 3 jours à Los Angeles, puis vous aviez un vol intérieur de Los Angeles à Phoenix, un voyage de groupe, pour finir de Phoenix à San Francisco. Si vous avez la carte dans la tête. Aujourd'hui, plus personne ne fait ça. Et on atterrit à Los Angeles, on sort à San Francisco et on supprime un voyage intérieur. Moi, j'ai voulu faire ça, j'étais un spécialiste de l'Australie. Sur l'Australie, c'est impossible de supprimer les voyages intérieurs, sinon vous y passez 3 mois. Parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de faire, autant ça a l'intérêt de faire des kilomètres par la route aux États-Unis, autant ça n'a pas beaucoup en Australie. Donc j'ai décidé de supprimer la production Australie de ma production. Mais moi, encore une fois, c'est très simple. Je suis tout seul, c'est moi qui décide. Le patron de Voyageurs du Monde, pour prendre une telle décision, mais qu'est-ce que je fais de mon chef de produit Australie, etc. Donc l'éco-conception, c'est remplacer des voyages en avion par des voyages en train. Par exemple, Paris-Gênes, au lieu de le faire en avion, on fait en train. Contribution à la réduction globale, c'est l'efficacité énergétique. C'est choisir les moyens qui vont bien. Le stockage du CO2, c'est ce qu'on appelle la compensation. Donc on sait que les plantations des arbres, c'est juste une vaste fumisterie. Et surtout si on plante des arbres au Costa Rica pour un avion qui a décollé à Paris. Donc c'est réfléchir à une vraie compensation de carbone. Donc là, je peux vous donner juste des pistes de réflexion, mais j'invite l'université populaire de tous les endroits à parler de la compensation de carbone avec des spécialistes. C'est vraiment un sujet extrêmement important. Parce que on ne peut pas se contenter de dire on réduit et on fait de l'efficacité énergétique. On aura toujours des émissions qu'il faudra compenser. On va le faire pour que ce soit le moins possible. Et donc, autant que la compensation soit la plus intelligente possible. Moi, je finance des projets pour ne pas couper des arbres en Afrique ou pour reboiser en Sardaigne, où il y a des projets très intéressants qui se passent en Bretagne sur du captage de CO2 par du végétal. Mais en tout cas, c'est pas aller replanter des arbres à l'autre bout de la planète. C'est contribuer par exemple à faire que, je ferai 2 petites minutes là-dessus, on coupe moins, donc on propose aux femmes béninoises, togolaises, kenyanes, en tout cas du centre de l'Afrique, d'équiper leur maison avec ce qu'on appelle des fours érythréens. Donc c'est des fours en argile
qui permet, au lieu de faire cuire les aliments, faire bouillir l'eau avec des feux ouverts, où on perd 90% de l'énergie, on fait brûler ça à l'intérieur d'un four. Donc ça a d'abord une consommation bien inférieure de bois. Ça évite aux femmes 80% de trajets, parce que c'est les femmes qui le font, hein, pas les bons hommes. 80% des trajets où les enfants vont aller chercher le bois. Ça améliore leur santé parce qu'elles respirent beaucoup moins de saleté, de fumée pourrie, voilà. Et ça permet donc aux petites filles d'aller à l'école, plutôt que d'aller ramasser du bois. Donc on est un truc sur 100% bénéf. Et c'est extrêmement efficace énergétiquement. Ça permet de sauver des forêts. Alors tout ça, c'est vraiment le principe du colibri. J'en fais un petit peu, mais au final, ça fonctionne vraiment bien. Alors, je vous montrerai, j'ai des prestataires qui font ça très bien. Alors, on ne compense, alors ça c'est un biais sur lequel peut-être il faudra qu'on revienne. Mais aujourd'hui, on se concentre, nous voyagistes, sur les émissions de carbone de nos transports. Parce qu'on estime qu'en moyenne, et c'est bien une moyenne, un touriste, quand il est en voyage, consomme à peu près autant de carbone que s'il était à la maison. C'est pas vrai pour le Parisien du 7e arrondissement qui va bosser dans le 8e arrondissement en vélo. C'est parfaitement vrai pour le Saint-Michélois qui prend sa bagnole pour aller bosser à la Défense en bagnole. Voilà. Donc en moyenne, c'est à peu près ça. Donc, on ne compense pas sa place. Mais c'est 80%, 90% de nos bilans carbone sont ceux qui sont liés au transport. Voilà. C'est ce que j'ai écrit en dessous. Alors, selon les sources, le transport aérien est responsable de 3%, ça me paraît trop peu, à 8%, ça paraît trop important, des émissions de CO2 de la planète. Pour mémoire, c'est 15 à 17% pour le transport routier, 4 à 8% selon les sources pour le numérique. Et on est à peu près persuadé que le numérique aujourd'hui émet plus que le transport aérien. C'est pas pour se dédouaner, hein, mais c'est aussi qu'il faut... voilà, c'est pas parce que les autres font pire qu'on ne doit pas faire, mais il faut aussi toujours... On aime bien parler un peu de tout en même temps. Alors les pratiques actuelles en cours chez les voyagistes, on communique sur le poids carbone de leur voyage, et pas la mode Air France. Pour Air France, quand vous allez faire un Paris-New York, vous dépensez 500 kg de CO2. Je ne suis pas physicien, mais on sait qu'à peu près c'est plutôt 2,5 tonnes que 500 kg. Voilà. On communique sur le poids carbone du voyage. Et, alors, ça, il y a 4 pratiques. Communiquer sur le poids carbone du voyage au client, c'est ce que font tous les voyagistes, y compris Fram. Nous vous informons, madame, monsieur, que votre voyage va consommer tant de kilos de carbone. Il y a ceux qui font ça et qui proposent des solutions de compensation aux clients en leur proposant de verser une contribution facturée à part. C'est de mémoire ce que fait TUI. Communiquer le poids carbone du voyage, compenser tout ou partie en indiquant dans la partie prix le montant de la compensation. C'est ce que je fais. C'est-à-dire que moi, je dis aux clients, si tu as les moyens de me payer un voyage en Écosse ou au Bénin, de toute façon, tu as les moyens de payer 45, 50, 120 balles de plus pour compenser le carbone que tu as eu. J'ai jamais perdu un client à cause de ça, hein, jamais. Et moi non, c'est plutôt ça, j'intègre le montant de la compensation dans le prix. Voilà. C'est ce que fait ATR. Dans tous les cas, les crédits carbone achetés, alors comment ça se fonctionne? On achète des crédits carbone en début d'année. Moi, j'ai une entreprise qui s'appelle Green Tripper, j'en ai acheté tant. J'en ai acheté pour 6 000 € l'année dernière. Et c'était le cas en 2020, si j'en ai trop acheté, je ne les revends pas. C'est-à-dire que je surcompense un petit peu. C'est ce que font. Alors les solutions de compensation, vous pouvez aller voir ce que ça propose. Hein. C'est encore une fois pas une panacée. C'est vraiment pas la compensation carbone n'est pas une panacée, mais c'est quelque chose un peu nécessaire. Donc Green Tripper, c'est une boîte belge qui fait ça, alors même si c'est un .fr, hein, c'est une boîte belge qui fait ça, en particulier propose des jolies choses en Afrique. 1% for the Planet, c'est une boîte américaine
Good Planet, c'est la fondation Nicolas Hulot. Et CO2 Logique, c'est ceux qui sont privilégiés par le Parlement européen en ce moment. Voilà. Alors, quelques idées de lecture. Réinventer le tourisme, vous l'avez ici si vous voulez le feuilleter. Le serment islandais, c'est si vous allez en Islande, à l'arrivée dans l'avion, sur un islandais, on vous fait signer ça. Bon, c'est une charte, c'est tout bête, hein, c'est 10 engagements, mais voilà. Au moins c'est pas que emblématique, c'est le seul pays au monde qui le fait, mais c'est rigolo, c'est sympa. Sur tourisme, l'expérience de Copenhague dont je vous parlais tout à l'heure, alors ça c'est en anglais, on l'a pas traduit en français. Petit roman que j'adore qui s'appelle, c'est pas un roman, c'est un récit de voyage. Les montagnes qui naviguent d'un auteur italien qui s'appelle Paolo Rumiz. C'est au Folio, c'est un auteur. Il est de Udine et il a fait un voyage à pied en plusieurs années, en repartant à chaque fois de son point de départ, sur tout l'arc alpin. Vous savez que l'Italie est le seul pays qui possède tout l'arc alpin sur son. L'arc alpin comprenant l'Apennin, donc depuis Udine jusqu'à la Botte, jusqu'en Calabre, en 3 ans. C'est un bouquin extraordinaire. Ça se lit plutôt bien. Observation, alors là par contre, il faut prendre un peu d'aspirine pour le lire. C'est un ami vénitien qui a écrit ça, c'est écrit en français, c'est une thèse de doctorat. Observation d'une Venise confinée, le tourisme pharmacone vénitien, le tourisme comme pharmacone comme au sens de médicament. À la fois remède unique et poison addictif et bouc émissaire. Rien que le titre déjà un peu compliqué, mais en gros c'est comme un médicament, quand c'est surdosé ça peut faire super mal, et à petite dose ça peut faire que du bien. Et en l'occurrence, Prosper était à Venise au moment du confinement, et il est vénitien. Et il est resté bloqué à Venise pendant 3 mois, avec une Venise vide qu'il n'avait jamais vue. Il a 48 ans. Il n'avait jamais vu Venise vide. Et il a entendu la ville, vu la ville, et le récit est assez passionnant. Mais par contre, derrière, il a vu aussi la ville s'écrouler. Les boutiques qui fermaient, qui ne sont pas réouvertes, qui ne seront jamais réouvertes. Le pharmacone, le tourisme comme à petite dose, ça va, à grande dose, c'est mortel, et quand il n'est plus là, on crève. Faut-il sauver le ski à tout prix? Ça, c'est des articles, c'est des interviews croisées très intéressantes d'une députée de Savoie, plutôt pro-ski, mais qui y réfléchit. Et de Fiona Mill, qui est une copine à moi, qui est présidente de Mountain Wilderness. C'est un article qui est paru dans le Nouvel Obs en janvier 2002, très très bien foutu. Alors il y en a plein sur ce sujet-là. Les sonnes à pied, j'espère que vous le connaissez. Mais c'est bien, il y a plein d'idées. 15 promenades sociologiques, ça c'est dans Paris. Alors c'est pas mes auteurs préférés, Monique Pinson et Michel Pinson et Monique Pinson Charlot, pour plein de raisons. Mais là en l'occurrence, c'est des balades, ils sont baladés à pied dans Paris et ils décrivent Paris vu comme un touriste, mais avec une vision sociologique. Voilà. Après, c'est un parti pris qui peut être un peu pénible. Voilà. Très bien. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Est-ce qu'il y a des questions à poser? On part quand? Oh, excusez-moi. J'ai les cartes de visite là. Alors, en fait, vous partir un jour, 19 jours. Non, mais vous pouvez partir en Écosse, sincèrement, en Écosse 15 jours, 12 jours, dans le nord de l'Italie, chez Cotel, Toscane, une dizaine de jours. L'Écosse en train, c'est génial, hein, parce que vous voyez d'abord traverser toute l'Angleterre. Et vous vous rendez compte que l'Angleterre, c'est juste un immense pays campagnard sur un corridor. C'est rigolo. Là, c'est rigolo, il y a plein de moutons. Et les Cinque Terre, vous pouvez aussi en aller jusqu'au Portugal, là c'est un peu plus long, en train. Mais il faut vraiment, on milite vraiment pour la réouverture des trains de nuit. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, le premier vrai voyage que j'ai organisé pour des ados, c'était en 1982, c'était pour aller en Sicile, Paris-Palerme, train plus bateau. Donc vous avez Paris-Naples, train de nuit,
bateau de Naples à Palerme. Donc il y avait 22 heures de Paris à Naples et une nuit de Naples à Palerme, 2 nuits de voyage. Ça aujourd'hui c'est pas possible, ce n'est plus possible. Mais il faut que ça redevienne possible. Donc, petit à petit, grâce à l'action de certains députés européens, les lignes de nuit se réouvrent. Venise, c'est ouvert ou pas? Venise c'est rouvert, mais en fait c'est tellement galère que les horaires sont tellement stupides que pour aller à Venise c'est Paris, Milan, Venise. TGV de Paris à Milan, c'est jouable, hein, c'est pas. Voilà. Le problème du train de nuit, c'est que pour aller à Venise, c'est que tu passes par la Suisse, au milieu, il y a les Alpes. Donc le train de nuit passe par Frane, Vallorbe, Lausanne, de Rossola en Italie, et redescendait à Venise par là, et ça c'est pas encore réouvert. C'est Paris, sinon c'est Paris-Chambéry, Chambéry-Turin, Milan. Mais ça, peut-être que J'ai fait Paris-Florence et c'est très bien. Et Paris-Florence en changeant par Milan. À Milan, ouais, Milan. Et Paris-Florence, il faut 7-8 heures. 7 à 8 heures. C'était très bien. Alors après, pour aller à Rome, la limite c'est Rome. En dessous de Rome, et là, tant que le train de nuit jusqu'à Naples ne sera pas le fameux 22h22 qu'on a utilisé pendant des années. Il partait à 22h22 de Paris et il était à 14h à Naples le lendemain. Mais ils étaient remplis ces trains ou c'était pas... Ils étaient remplis. Remplis mais pas rentables. Voilà. Et ils étaient pas rentables pour plein de raisons. Plus cher que l'avion. C'est ça. C'est aussi parce que il y a eu tout TGV. Enfin, il n'y a pas, encore une fois, la réponse c'est pas c'est la faute à quelqu'un, c'est un problème complexe de non-investissement pendant des années. Non, puis ce qui va pas, c'est le prix de l'avion qui est pas cher et c'est pas normal. C'est un véritable scandale là-dessus. Et donc un voyage en train coûte plus cher qu'un voyage en avion. Et ça c'est quand même scandaleux. Donc, alors, déjà. Ce sur quoi on se bagarre vraiment, c'est et ça commence. Là, je viens de faire alors, dans notre métier, on appelle ça une dotation. En vrai français, c'est un devis pour des gens qui veulent aller justement faire un combiné Cinque Terre, Ligurie, Toscane. C'est juste fascinant comme voyage, hein. C'est absolument génial. Voilà. Avant, on vendait un Paris-Gênes en avion, Florence-Paris et retour. Aujourd'hui, c'est plus cher que la même chose en train. Mais c'est juste cette année. Jusqu'à l'an dernier, mes clients qui militaient pour le voyage en train payaient plus cher que ceux qui prenaient l'avion. Là, cette année, ça commence à venir. Par contre, quand j'ai entendu des gens à la télé il y a 2 jours râler parce que le Paris-Barcelone à 40 € n'existait plus en avion, c'est indécent. C'est indécent. Donc, le kérosène n'est pas taxé, mais 2, il y a surtout du dumping. Le Paris-Barcelone à 40 €, c'est 2 personnes qui l'ont dans l'avion, ce qu'on appelle le dump management, le yield management, c'est-à-dire qu'un avion considéré qui fait un avion de 100 places, pour être rentable, il doit faire 96% de remplissage. Vous vendez 5% des places qui ne coûtent même pas le prix du kérosène. Vous vendez 5% des places qui sont 10 ou 15 fois le prix de votre revenu, le prix du billet moyen, et le reste, vous augmentez au fur et à mesure du remplissage. Voilà. Ça s'appelle le yield management. Alors, yield en anglais, ça veut dire protection, précaution. C'est tout sauf du management précautionneux. Le problème, c'est que le yield management est une manière de gérer la tarification aérienne qui existe depuis les années 60 et que les opérateurs de train se sont mis à faire du yield management. Les fameux, ça a commencé en France avec les TGV, prix bleu, prix blanc, prix rouge, donc ça remonte déjà il y a une trentaine d'années. Il faut se sortir de ça. C'est la même problématique que la tarification à l'acte en Occident. Ça tue simplement. La France ne peut pas être. Autant il y a des moments où je milite pour dire la France doit être moteur et doit montrer l'exemple. La taxe kérosène, on peut le faire, mais sur l'interdiction des prix de vente trop bas aériens, ça ne peut être qu'une décision européenne. Oui. Ça ne peut être une décision européenne, c'est pas possible, on ne peut pas imposer à la France de le faire. Donc, voilà. Et la France, c'est dans l'Essonne, vous avez une idée de. Enfin, pas la France. La plateforme d'Orly dans l'Essonne, ça représente combien d'emplois d'Essonniens?
Je sais pas, mais on en connaît tous, non, autour de nous. 40 000. Ouais, Estoniens. Estonien, Estoniens. sur un million. Voilà, donc, moi j'ai plein de copains qui militent pour la fermeture de l'aéroport d'Orly. Mais on va peut-être attendre un peu. Moi, je peux d'abord militer pour celle de la fermeture de l'aéroport du Bourget. On va commencer par le plus évident, le plus simple. L'idée, c'est de pas de dire que le tourisme c'est quelque chose de fabuleux et qu'il faut de toute façon continuer sans rien changer. Mais c'est pas dire non plus que le tourisme c'est tout caca, tout boudin, et qu'il faut le jeter. À nous, professionnels, de faire les choses le plus proprement possible, de faire évoluer et de faire surtout évoluer les pratiques et la réglementation. Le jour où il sera plus possible de vendre des billets d'avion à perte, c'est aussi ça, on aura déjà fait évoluer plein de choses. Le jour où il y aura des trains de nuit pour retourner à Berlin, je crois que c'est la prochaine ligne qui va être ouverte. Amsterdam va être ouvert aussi, apparemment. C'est bien. Le train de nuit permettait d'aller jusqu'à Copenhague. Ah ouais. Bah ouais, c'était bien. Aujourd'hui, on ne peut pas. Et celui-là, je pense qu'on ne le reverra jamais. Il y avait l'Orient Express jusqu'à Istanbul. Il faut qu'il traverse la Serbie, enfin la Croatie, la Serbie, avec un peu moyen. Mais les trains de nuit fonctionnent très bien en Russie. Parce que la Russie ne peut pas se passer de train de nuit. Et c'est un modèle qui peut être économiquement rentable. Et pour pas cher. Et confortable. Moi j'avais une question. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé, quand vous vendez un voyageur d'Animi, il y a 120 € de taxes. De compensation carbone. Voilà. Comment ça fonctionne? Qui touche ces 120 Alors, €? moi, À quoi ils servent? C'est un tout petit peu de technique de tarification de parce que je fais de la vente forcée, ce qui est interdit. Je m'en fous, parce que je pense que si quelqu'un me fait un procès parce que je lui ai vendu la compensation carbone, je perds un client, mais c'est pas grave. Et personne ne fera jamais de procès là-dessus. Par contre, on explique. Moi, les 120 €, je les sors de la facture. La facture est détaillée. Il y a le prix, la partie terrestre du voyage, la partie aérienne, les taxes d'aéroport. Les taxes d'aéroport, et donc la compensation carbone, c'est le même principe que les taxes d'aéroport. Je les perçois pour les reverser à l'État français. Et la compensation carbone, je la perçois pour la reverser une fois par mois à Green Tripper. Moi, je fais un compte rendu, j'envoie à Green Tripper. J'ai du temps de voyage en Namibie, tant en Irlande, tant en Écosse, tant en Italie. J'ai dépensé tant de tonnes de carbone, et merci de me faire ils me font la facture, et puis je leur reverse. Mais, je leur reverse. Ils me le décomptent, c'est à l'envers. J'ai un crédit de 6 000, et ils me le défalquent. Voilà. Et à la fin de l'année, c'est juste qu'il a fallu que j'explique ça à mon expert comptable, pourquoi tu ne fais pas rembourser. C'est un truc militant. Ton boulot à toi, c'est de te démerder avec les écritures. Moi, je veux faire comme ça. Voilà. Et les taxes d'aéroport, c'est le contraire, on les reverse au fur et à mesure. Mais j'ai le même principe sur les assurances voyage, que je paye un petit peu beaucoup à l'avance, et puis par contre les assurances que je n'ai pas dépensées, je peux me faire rembourser. Et le Green machin, il en fait quoi? C'est ce... Alors, Green Tripper fait essentiellement de fabrication de fours érythréens, équipement des populations africaines en fours érythréens. Au Bénin, ils refont de la plantation de palétuviers dans les mangroves. Ça capte le carbone dans l'air, et dans l'air, et dans la terre. Ça envoie le carbone dans la terre, et ça c'est extrêmement efficace. Alors, ils ont planté, Green Tripper a planté l'an dernier 4 millions de palétuviers. Ça fait, et alors, au Bénin, en plus, les touristes ils plantent eux-mêmes leurs palétuviers. Ils sont juste blindés de moustiques après, mais. Ouais, chose. Ok. Deux petites remarques, puis une plus fondamentale. Dans la rétrospective historique, tu as oublié peut-être le Touring Club de France. À une certaine époque, je crois qu'ils avaient un journal national qui inondait à peu près toute la France, il y avait pas mal d'adhérents. Ça, c'est une remarque comme ça. Le deuxième, c'est concernant le développement durable et le CO2. Un exemple tout récent. Ça doit être il y a 4 mois, j'ai 2 petites filles, 16 ans, qui sont partis aux États-Unis avec le comité d'entreprise. Le vol Orly-Munich,
Munich, New York. Ouais. Au retour, New York, Francfort, Francfort, Orly. Cherchez l'erreur. Et la dernière remarque que je voulais dire aussi, il y a peut-être tout l'aspect technologique. Alors actuellement, Airbus travaille sur l'avion à hydrogène. Il y a déjà un petit monoplace qui vole déjà à partir de nouvelles technologies qui, après, a priori, émettent infiniment moins de CO2 que ce qui existe aujourd'hui. Alors, j'en ai pas parlé alors, juste pour revenir sur le Paris-Munich-New York, les plus anciens se rappelleront que pour aller à Cuba, dans les années 70-80, pour aller en Afrique, le moins cher, c'était Beauvais. Moscou, Aéroflot. Paris-Moscou, Moscou-Cuba. Paris-Moscou, Moscou, voilà. Et c'est la même logique financière. Voilà. C'est exactement la même logique financière. C'est-à-dire que la Lufthansa a décidé de subventionner leur ligne vers les États-Unis. Alors, cette année, c'était Lufthansa. L'année prochaine, ça sera KLM. Un peu moins maintenant qu'ils sont mariés avec Air France. Il y a 3 ans, c'était, ça s'appelle plus Swissair, ça s'appelle Suisse. Donc ils vendaient du Paris-Zurich, voilà, des compagnies aériennes à un moment donné décident qu'ils vont faire un hub, qu'ils ont besoin de, pour plein de raisons, hein, de développer le hub de Munich, le hub de Stuttgart en l'occurrence, je ne pensais pas que c'était Francfort cette année, mais bon. Hein, et donc ils font passer tous leurs avions là. Air France avait ça, hein, à un moment, il y avait des clients sud-africains qui faisaient Johannesburg-Paris, Paris-Atlanta. Alors que la ligne directe, c'est Johannesburg-Rio de Janeiro, c'est juste 10 heures de vol de moins, 8 heures de vol de moins, mais surtout, je ne sais pas, en kilomètres, ça doit être... donc voilà, c'est pour mettre de l'ordre dans la tarification aérienne, tant que le kérosène n'est pas taxé. C'est ça. Parce qu'ils s'en foutent, hein, ça va leur coûter... je crois que le kérosène, c'est 6% du prix d'un billet. Sur du long courrier. Voilà. Sur les évolutions technologiques de l'aviation, là l'idée c'est d'abord de passer par la sobriété. L'hydrogène, il faut savoir comment il est produit. Voilà. L'électricité, il faut savoir comment elle est produite. C'est exact. Et les compagnies américaines travaillent sur ce qu'ils appellent du carburant soutenable. En gros, ils font des milliards d'hectares, on parle en milliards d'hectares de maïs ou d'oléagineux pour faire du carburant pour mettre dans les avions. Voilà. Donc là, même des gens comme des pilotes, des gens qui travaillent sur les questions de l'aviation pensent que ce n'est pas la solution. En tout cas, la technologie ne nous sauvera pas de la sobriété. Air France était la première compagnie à faire voler des A380. La logique, vous vous rappelez que c'était normal, Oui. Qui était une aberration économique. Nous, opérateurs de voyage, on leur avait dit, ça ne peut pas fonctionner, parce que vous allez mettre 2 heures pour remplir votre avion, 2 heures pour le vider. Et on avait raison. C'était une autre des magnifiques expériences que j'ai vécues. Afrique du Sud 2010, Coupe du Monde de foot, 850 supporters français dans un A380. Pour pas jouer là-bas, mais bon. En plus, ça c'était autre chose, qu'atterrissent à Johannesburg à 9h du matin qui devait voir un match à 14h à Soweto, qui sont arrivés pour la deuxième mi-temps. Parce que l'aéroport de Johannesburg n'était pas capable de vider un avion de 850 passagers, 850 bagages, mais simplement pour sortir les passagers. 1h15 pour sortir tous les passagers de l'avion. C'est la même chose pour les gros paquebots. Voilà, pour les paquebots, c'est la même chose. Donc, mais au-delà de ça, donc Airbus, quand ils ont inventé cet avion, on va mettre plus de monde, donc, pour une consommation qui va être un tout petit peu supérieure, mais par passager, la consommation sera moins. Au final, c'était une aberration, y compris écologique, parce que la maintenance de l'avion, les temps qu'ils avaient sur place pour le remplissage, etc., c'est que l'avion était même écologiquement moins performant que donc ils sont tous revenus aujourd'hui
Les avions les plus utilisés sont des avions de 130 à 220 sièges. En fait, ils copiaient le Boeing 747. Ils ont copié 747. Alors la seule chose que personne n'a copié, c'est le Concorde. Et heureusement, c'est ça, c'est quand même. Ouais. Il y a d'autres questions? Non? Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre attention. La prochaine fois, donc c'est mardi 7 mars, c'est M. Jean-Marc Bouchy, directeur général du syndicat de l'Orge, qui viendra nous parler des crues et des inondations. Comment le syndicat de l'Orge se prépare, parce qu'il y avait eu une inondation en 2016. Et comment les particuliers peuvent se préparer au cas où.